Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur la liberté d'expression. Alors les vieux cotons comme moi qui ont grandi dans les années 80 ont constaté la réduction du périmètre de la liberté d'expression. Il y a un consensus là-dessus. Pas tellement en termes de censure légale, mais plutôt d'autocensure qui monte, c'est encore plus grave. Je vois trois causes majeures par ordre croissant d'importance. Alors la cause la moins importante, le radicalisme musulman. Ensuite, il y a la domination de l'idéologie décolonialiste et de son avatar antiraciste. Et la cause la plus importante pour moi, c'est l'abandon d'esprit critique et au fond, de l'idéal universaliste des Lumières. Alors d'abord, le radicalisme musulman. Il impacte de deux façons la liberté d'expression. D'abord par la violence, par les attentats qui visent à changer nos comportements. Si on prend l'exemple des attentats de Charlie Hebdo, les frères Kouachi avaient un plan, ils l'ont mené au bout, ils ont atteint leur objectif. Plus aucun journal n'a publié, ne publie ou ne publiera de caricatures de leur prophète. Sauf Charlie Hebdo, au moment du procès, ils avaient presque une obligation morale à le faire, ce qui n'empêche pas que c'était très courageux, et que ça a eu les conséquences que l'on sait. Alors, notons qu'aucun de leurs confrères n'a republié ces caricatures, ils ont tous applaudi, mais ça s'est arrêté là. Donc les frères Kouachi ont réussi leur coup, on sait tous aujourd'hui qu'on ne peut pas critiquer leurs prophètes, ni même leur religion. Le cas de l'enseignant égorgé est encore pire, puisque c'est à l'école que l'on s'en prend, au lieu de transmission des valeurs censément républicaines. Là encore, est-ce qu'un professeur prendra le risque d'avoir un discours critique sur l'islam? Personnellement, j'en suis pas certain. On dit souvent que l'histoire est faite par les minorités violentes, on en a un exemple ici. On a très probablement un crétin analphabète de 18 ans qui va réussir à faire reculer la liberté d'expression de l'ensemble d'un pays. Donc le premier danger, c'est l'autocensure suite à la violence. Deuxième danger du radicalisme musulman, c'est l'imprégnation dans la société. Alors, il faut faire la dénice de la large diffusion de l'idéologie radicale musulmane dans la jeunesse française musulmane. Je m'appuie notamment sur des études de l'Institut Montaigne qui montraient que 25 à 50% de cette jeunesse adhérait à une des idéologies violentes musulmanes. Il serait idiot de penser que ça n'infuse pas dans la société. Alors, évidemment, d'abord dans les lieux où ces idées sont majoritaires, ça se traduit par une soumission au dogme, une misogynie, une dévalorisation de la science et de la libre pensée, c'est-à-dire autant d'éléments indispensables à la liberté d'expression. Mais ces idées produisent des modèles culturels pouvant séduire aussi à l'extérieur de leur espace immédiat, que l'on songe à l'affirmation viriliste, au communautarisme, qui sont des choses qui montent dans nos sociétés. Globalement, je dirais quand même que le radicalisme musulman ne crée pas de censure pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de pouvoir politique, sauf dans certains quartiers. Il marche plutôt par autocensure. On ne veut pas être une de leurs cibles, mais surtout, on ne veut pas être taxé du pire crime de notre époque, le racisme. Et j'en viens à mon deuxième point, l'idéologie décolonialiste et son avatar antiraciste. L'idée ici, c'est que la décolonisation n'est pas achevée. Il reste un rapport de domination entre colonisateurs et colonisés, entre blancs et non-blancs. C'est une vision en fait extrêmement racialisée et même raciste des choses. J'y reviendrai. Le blanc est l'incarnation du mal. C'est une idéologie qui est apparue dans les campus américains et qui s'est diffusée aujourd'hui à tout l'Occident. C'est une pensée qui est dominante dans les universités et même dans la vie intellectuelle. Et cela au nom de l'antiracisme. Donc c'est ce qui fait qu'un mâle blanc comme moi ne peut pas critiquer un noir ou un musulman. Si je commence à critiquer l'islam, vous allez tous avoir une bulle contextuelle qui va s'afficher. Ah mais il est raciste, hein, il doit voter FN ce gars. Donc par contre, je peux critiquer le juif. Parce que l'effet Shoah est passé, et le juif, c'est un colonisateur qui tyrannise une minorité, en l'espèce les musulmans. Je peux critiquer les Belges, les Chinois, et plus subtil, je peux critiquer les Tchétchènes. Alors c'est contre-intuitif parce qu'ils sont musulmans, mais comme ils sont blancs, ils habitent très loin, on peut les critiquer. Historiquement, c'est une pensée qui prend son envol avec la chute du communisme en URSS et du maoïsme en Chine. Les intellectuels sont perdus, ils ne savent plus que croire, ils se rendent compte aussi qu'ils ont dit n'importe quoi, comme souvent, qu'on pense à Sartre glorifiant la révolution culturelle chinoise, une des pires atrocités du siècle, mais on pourrait avoir des centaines d'exemples comme ça. Donc, ils cherchent une nouvelle grille de lecture du monde, et ça va être le décolonialisme. On passe d'un monde binaire, bourgeois-prolétaire, méchant-gentil, à un nouveau monde binaire, dominant-dominé. On passe de la dictature du prolétariat à la tyrannie des minorités. Même vision simpliste, même méthode d'intimidation, voire de persécution, des pensées déviantes. C'est le syndrome procès de Moscou, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle la cancel culture. On harcèle, on attaque en justice au nom du bien. Une judiciarisation des opinions aussi. Voltaire disait, bon, en fait il ne l'a pas dit, c'est apocryphe, on lui a fait dire, je suis prêt à me battre jusqu'à la mort pour que vous puissiez défendre votre opinion qui n'est pas la mienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est plus dans cette idée-là. Pourquoi je dis que c'est une vision raciste? Parce qu'elle enferme chacun dans son identité raciale. On ne peut pas dépasser sa condition d'homme noir, c'est-à-dire de victime de l'histoire. On n'a pas le droit d'être noir et bourreau.
De la même façon, un blanc doit s'excuser, doit se justifier en permanence de ne pas être raciste. C'est l'ère du soupçon généralisé. Et cette pensée, c'est l'exact pendant du suprémacisme blanc. Sauf que cette haine, ce racisme, est d'autant plus pervers qu'il se déguise. S'attaquer au suprémacisme blanc, c'est facile parce qu'ils ne cachent pas leur jeu. C'est plus dur de débusquer la haine quand elle joue sur une culpabilité coloniale savamment entretenue et en utilisant le racisme pour dénigrer tous ses opposants. On part de le racisme c'est mal, on sera tous d'accord avec ça, le racisme c'est mal, mais on en arrive à je t'interdis de critiquer tout racisé, comme ils disent. Donc là il y a un abîme, et c'est dans cet abîme que s'effondre la liberté d'expression. Ne pas être raciste ne signifie pas ne pas critiquer une minorité. On en vient même, comme ils ont pris la confiance, à réécrire l'histoire, qui est la méthode typique des régimes totalitaires. On déboulonne des statues, on réécrit des titres de livres. Agatha Christie, les 10 petits nègres qui deviennent ils étaient 10. Parce que Agatha Christie est blanche, le mot nègre lui est interdit. Voilà, le blanc doit s'excuser de sa production culturelle et historique. On censure. J'en viens à me demander quand est-ce qu'on verra des autodafés. Très sérieusement. Au fond, son ennemi à cette pensée, c'est l'universalisme, c'est-à-dire l'inverse, l'exact opposé des mouvements identitaires. Et là, j'en viens à mon troisième point, qui est l'abandon de l'idéal des Lumières. Alors, Emmanuel Kant, dans un opuscule, se demande qu'est-ce que les Lumières, et il répond sapere aude, pense par toi-même. C'est l'idéal de la rationalité critique, mais aussi de l'universalisme. C'est ce qui a servi de fondement à notre République. Alors, penser par soi-même, à l'époque du Covid, sapere aude, Dieu sait qu'on en a besoin. Mais on ne le fait plus. On s'en remet aux experts, aux sachants, à la technostructure qui pense pour nous. Sapere aude suppose un effort qu'on ne fait pas, et on en paiera le prix. C'est une parenthèse. L'universalisme, c'est l'exact opposé de l'identitarisme. C'est se dépouiller de son identité raciale, biologique, sociale, pour devenir un égal entre citoyens. Alors évidemment qu'on garde son identité, mais dans l'espace public, on n'a que des égaux. Les différences se manifestent uniquement dans l'espace privé. Et on comprend dès lors la haine de tous les communautarismes et de tous les mouvements identitaires contre l'universalisme. C'est un combat à mort, ils ne peuvent pas coexister. Le communautarisme, c'est l'inverse. L'espace public est fait de différences. Universalisme, tous égaux, communautarisme, tous différents. Alors, il suppose quoi l'universalisme? Un esprit critique. Si j'osais être polémique, je dirais vive la discrimination. Discriminer, c'est quoi? C'est hiérarchiser. C'est une idée formidable, mais qui dépend du contexte. La discrimination raciale, par exemple, même positive, qu'encourage le décolonialisme, c'est une sottise, une aberration, une idiotie. Pourquoi? Parce qu'elle hiérarchise les races. Or, tout le projet de l'universalisme, c'est l'inverse, je l'ai dit, c'est de faire des hommes des égaux juridiques. Par contre, la discrimination des idées, c'est ce qui permet de trier, de juger et in fine de choisir, c'est-à-dire d'exercer son expression personnelle, pas celle de son identité de groupe, qu'elle soit raciale, sociale, culturelle ou religieuse. Or, un mal de notre époque, c'est le relativisme, c'est-à-dire que tout se vaut. Si tout se vaut, pourquoi critiquer? Puisqu'on n'a pas le droit de juger sans être ethnocentriste et ou raciste. Critiquer l'autre va vous exposer à être sali, donc vous n'exercez plus votre liberté d'expression par lâcheté. Le point fondamental à saisir ici, c'est que l'idéal des communautaristes, ce n'est pas l'esprit critique, c'est l'exigence de respect. Alors c'est très bien le respect. Le respect, c'est la politesse, c'est le fondement de la civilisation. Mais en tant qu'idéal, il faut bien comprendre ça. Soit on critique un égal, soit on respecte un autre avec un A majuscule. C'est critique ou respect. J'explique pourquoi. La liberté d'expression se mesure à la capacité de critique. Le cœur de la liberté d'expression, c'est de pouvoir affirmer un désaccord ou une critique sans représailles. C'est pour ça qu'on dit qu'elle régresse, puisqu'on se rend compte que la plupart des minorités aujourd'hui exigent d'être comprises, que leur souffrance soit entendue. Alors on peut le comprendre, c'est légitime, sauf que le problème vient quand le communautariste fait de la critique même une cause de souffrance. Et là, on voit l'opposition entre critique et respect. Si critiquer fait souffrir, si critiquer signifie manquer de respect, alors il faut cesser de critiquer, pour respecter. Et voilà comment la liberté d'expression est en train de périr dans nos sociétés. Mais je veux vraiment insister là-dessus. Ce mouvement, il est d'abord interne à nos sociétés. Ce n'est pas la faute de l'islam ou d'une minorité. Au fond, c'est notre peur du conflit. C'est la prise de pouvoir de l'émotionnel sur le rationnel qui amène ça. L'émotionnel n'aime pas le conflit. Il préférera toujours l'unanimisme. Et entre parenthèses, la démocratie mourra pour la même cause, car comme la liberté d'expression, la démocratie, c'est l'expression des conflits, mais spécifiquement politiques. Si on n'accepte plus l'idée de conflit, il n'y a plus de démocratie. Donc je terminerai avec un point subsidiaire dont je voulais parler absolument, c'est le conformisme.
Le conformisme n'entrave pas les libertés d'expression, il la rend inutile. Si tout le monde pense pareil, à quoi sert la liberté d'expression? Par définition, elle exige de la diversité et de la concurrence. Et là, j'aime pas taper sur les médias car c'est un combat facile et j'aime pas les combats faciles, mais on doit en parler car c'est le contre-pouvoir dont la vocation même est la mise en scène de la diversité intellectuelle et donc de la liberté d'expression. Alors on constate quoi? Un étonnant mimétisme idéologique. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct, une sorte de globi-boulga de centre-gauche, lucide, responsable. Mon idée, c'est que l'uniformisation des cursus scolaires est une des causes majeures du conformisme. Qu'on imagine la différence entre les journalistes du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle et ceux d'aujourd'hui. L'idée même d'un Hemingway, Ernest Hemingway, journaliste avant d'être écrivain, en 2020, elle fait sourire. Avant, on avait une vie, puis on devenait journaliste. Aujourd'hui, on fait tous l'école supérieure de journalistes, on a les mêmes cours, les mêmes profs, on baise avec les mêmes personnes. Pire, on a souvent eu les mêmes ambitions que les politiques, mais contrairement à eux, on n'a pas été capable de réussir les concours de la haute administration. D'où une déférence parfois écœurante. Et si les médias sont moins divers intellectuellement, c'est toute la liberté d'expression qui en pâtit. Donc pour conclure, pour moi, évidemment, la liberté d'expression régresse, mais ce qui me rend très pessimiste, c'est que le seul ennemi désigné, c'est l'islamisme. Alors, entre parenthèses, qu'on ne combat pas beaucoup d'ailleurs. Moi, je pense que c'est même pas 5% de la chose. C'est visible, certes, les islamistes tuent des gens, mais les processus idéologiques sont infiniment plus puissants. Et plutôt que de penser qu'un ennemi nous prive de notre liberté d'expression, je pense qu'il serait plus sage de considérer nos propres turpitudes et nos propres lâchetés. Merci.